كلية الطب والصيدلة تدرس النفس، حيث تعقد ندوة مهمة من طرف مجموعة من الأساتذة الأفاضل حول اللغة الأم مثليت ثيمات. La langue maternelle et les troubles de langage. Et pour parler de troubles de langage, on ne peut pas s'en passer donc des troubles des apprentissages qui sont considérés actuellement comme les préoccupations actuelles. Et parmi ces troubles des apprentissages qu'on appelle les DIS, on a la dyslexie. La dyslexie, qui est considérée comme un trouble spécifique des apprentissages. Il suffit de connaître que 5 à 10% des enfants, donc en âge scolaire, présente une dyslexie. 5-10%, c'est-à-dire donc en cas, donc si on prend 10 enfants, on va trouver automatiquement qu'on a un enfant qui est dyslexique et malheureusement, donc il y a un problème de diagnostic. Donc on trouve que ces enfants sont sous-diagnostiqués, il y a des enfants qui vont abandonner leur scolarité, il y a des enfants qu'on va les considérer comme des enfants qui sont turbulents, des enfants qui sont qui ont un désintérêt vis-à-vis de l'école. Alors ces enfants ont une intelligence qui leur permet de poursuivre leur scolarité, mais ils ne sont pas de diagnostic. Donc la première particularité de la dyslexie, c'est que nous devons une pathologie qui est insuffisamment diagnostiquée. Et en plus de ça, donc, il y a l'impact sur la scolarité. Ça commence très très tôt, ça commence à l'âge de 4 ans, 5 ans, et donc ça peut entraver donc, l'acheminement de la scolarité, ainsi que donc, pour un enfant, si la scolarité est perturbée, donc ça perturbe tout le fonctionnement. Et ça perturbe bien sûr encore toute la dynamique familiale. Alors comment on va définir donc la dyslexie? Donc on va se référer donc à la classification CM11, donc la dernière classification, pour dire que nous devons une pathologie qui fait partie des troubles spécifiques des apprentissages, parce que si on regroupe ces troubles des 10, on trouve qu'on a bien sûr, donc on a la dysorthographie, on a la dyscalculie, la dyspraxie, on va voir ça dans les diagnostics différentiels, mais pour la dyslexie, c'est considéré vraiment donc le noyau des troubles spécifiques des apprentissages, et on peut dire voilà que c'est un trouble qui est durable. C'est-à-dire voilà, donc la personne va vivre avec la dyslexie, et c'est un trouble qui va porter sur la lecture et en même temps sur l'acquisition du langage écrit. Les enfants qui ne lisent pas ne peuvent pas écrire. C'est-à-dire qu'on trouve toujours cette association, la dyslexie, la dysorthographie, et qui fait partie de l'acquisition donc, des automatismes de langage. Alors, donc, si on remonte un petit peu à l'historique, on trouve que 1896, il y avait la description donc, du premier enfant qui a une dyslexie, un enseignant qui a constaté qu'un enfant un jeune de 14 ans qui est très fort, il est le premier, donc tout ce qui est en rapport avec les épreuves, bon, tout ce qui est de l'oral. L'oral, il est performant, mais chaque fois qu'il s'agit donc des évaluations écrites, on va lui demander donc de lire. Donc il a des scores qui sont très insuffisants. Et c'était donc la première fois qu'on parle donc voilà des enfants qui ont des difficultés de la lecture. Et après, dans la littérature, il y avait des descriptions de différentes situations cliniques pour arriver en 1917. Et il y a les neurologues, professeur Suez, avec nous, les neurologues qui vont parler de la cécité verbale. Un patient qui a présenté une lésion cérébrale. Après, il a présenté des difficultés de la lecture. Alors, c'était, voilà, donc c'est une dyslexie qui est acquise, c'est pas développemental. Et après, donc, on parle de l'origine neurobiologique. On qualifie la dyslexie comme une pathologie plutôt neurobiologique, développementale. C'est plus en rapport avec l'environnement, parce qu'avant, on disait, à chaque fois qu'on a un environnement hypostimulant, on peut avoir la dyslexie. Donc les théories
voilà, de théorie, on essaie un petit peu de s'orienter plus vers l'origine neurobiologique et donc c'est ce qui a abouti à la reconnaissance de la dyslexie comme une pathologie neurodéveloppementale et comme une pathologie handicapante par l'Organisation mondiale de la santé en 1993. Et c'est d'ici que la classification américaine DSM a développé le concept de la dyslexie. Et dans le DSM-5, c'est-à-dire la dernière classification américaine en 1913, la dyslexie est dans le chapitre de troubles spécifiques des apprentissages avec déficit en lecture. Mais avant d'arriver donc de parler de la pathologie, on doit donc avoir une idée sur le processus de la lecture. Parce que donc chaque fois qu'on est en train de lire un texte, on fait appel à deux voies. Donc dans ce cas, plutôt deux systèmes. Il y a le système lexical et il y a le système phonologique. Dans ce cas, donc on doit avoir ces deux voies pour avoir une lecture adaptée. Alors si on commence par la voie, la voie lexicale, ce qu'on appelle la voie d'adressage, ou bien la voie directe. Alors dans ce cas, ça se base essentiellement sur la mémorisation des mots. Alors, dans ce cas, parfois on voit un mot et on ne va pas le déchiffrer, mais on va le connaître donc directement. Donc on fait appel donc à cette voie donc de lexicale et dans ce cas donc c'est la visualisation de la forme orthographique ou orthographique globale des mots. C'est-à-dire plutôt on a une trace mnésique dans notre cerveau qui nous permet de lire facilement. Alors cette voie lexicale permet de lire essentiellement les mots irréguliers. Si on, par exemple, on va donner par exemple le mot femme, dans ce cas on ne va pas dire normalement FE, donc dans ce cas, sur le plan lexical, on va dire voilà femme, donc délectant. Donc alors, mais si on a par exemple des mots qui sont nouveaux, ou bien ce qu'on appelle les pseudomots, donc la voie lexicale ne peut pas fonctionner, et on doit faire appel à la voie phonologique. C'est-à-dire tout ce qui a été déjà stocké dans la mémoire visuelle, on le reconnaît facilement. Et la deuxième voie, c'est ce qu'on appelle la voie d'assemblage, ou bien plutôt le système phonologique. Alors le système phonologique va se baser essentiellement, dans ce cas, sur la transformation de ce qu'on appelle donc des graphèmes donc au phonème. Et dans ce cas, donc cette voie permet le traitement des mots nouveaux et des pseudomots. Dans ce cas, donc voilà, c'est pas la mémoire, mais on doit déchiffrer donc chaque mot. Dans ce cas, pour résumer un petit peu les choses, donc lorsqu'on fait la lecture, les mots qu'on les connaît déjà, donc on utilise donc la voie d'adressage de la dyslexie, et les mots nouveaux qui ne sont pas stockés dans la mémoire visuelle, donc on va utiliser donc le système phonologique. Alors pour avoir une bonne lecture, donc on doit avoir donc, le développement de ces deux systèmes. Donc devant un mot, on fait l'analyse visuelle et par la suite, on fait appel soit donc à la voie lexicale, soit à la voie phonologique et les mots qu'on va lire vont être stockés dans la mémoire à court terme pour aboutir donc à une lecture adaptée. Ces deux voies vont être complétées par des structures anatomiques qui vont participer dans la lecture. Parce qu'on sait très bien que c'est-à-dire ce plan anatomique, on va avoir une connexion entre les aires, donc les ondes cérébraux qui sont responsables de langage et les ondes cérébraux qui sont visuels et qui vont faire appel bien sûr au lobe temporal et au lobe pariétal. Et le professeur Souletti est mieux placé donc, en tout cas sur le plan neuroanatomique, c'est-à-dire pour quand on discute après donc, les ondes qui sont responsables de la lecture. Alors, c'est-à-dire donc, la question qui se pose et qui est souvent évoquée par les parents, à partir de quel âge on peut parler de la dyslexie? Donc, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait le diagnostic donc, de cette pathologie? Donc, alors, tout en sachant, une fois qu'on va faire le diagnostic très tôt, dans ce cas, on va bien sûr donc, améliorer le pronostic. Et
ce qu'on peut dire, voilà, c'est-à-dire qu'il faut repérer les enfants qui peuvent présenter une dyslexie à partir de la grande section, c'est-à-dire à l'âge 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, déjà, on a les premiers signes précurseurs. Et pour faire le diagnostic de la dyslexie, donc ça se fait souvent donc en CP, donc CE1, donc à l'âge de 6 à 8 ans. Alors malheureusement, on voit dans les consultations des enfants qui se présentent parfois à l'âge de 12 ans, l'âge de 14 ans, qu'ils ont déjà doublé des classes, avec un impact sur la scolarité. Et lorsqu'on démarre la scolarité avec beaucoup de retard, ça retentit énormément sur le cursus scolaire. Donc on doit faire attention. Et bon, dès la grande section, on peut faire, donc, en tout cas, on peut dépister les enfants et le diagnostic ne doit pas tarder. Dans ce cas, on va voir donc les deux grands versants, c'est-à-dire la dyslexie, qui est un trouble de l'acquisition de la lecture, et la dysorthographie, la version qui porte sur le langage écrit, et souvent on trouve les deux. Les familles parfois consultent pour dire que voilà, l'enfant écrit mal, et il ramène les cahiers scolaires. Mais la question qu'il faut poser, alors quand c'est cognitif de la lecture, on trouve qu'il y a souvent l'association des deux. Alors, DSM-5, comment DSM-5, c'est-à-dire la référence en psychiatrie, comment il pose le diagnostic de la dyslexie, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de critères qui sont clairs, et le premier critère, c'est-à-dire l'enfant doit avoir des difficultés persistantes, et ça c'est un mot, c'est-à-dire persistant, d'un caractère important, ce n'est pas des difficultés qui sont transitoires, mais ce sont des difficultés qui sont permanentes dans l'acquisition de la lecture pendant plus de 6 mois. Alors, parfois, on a des enfants qui lisent très bien, et la famille disait voilà, que depuis 1 mois, 2 mois, il y a une chute. Bon, ça peut être en rapport avec les facteurs de l'environnement, mais dans la dyslexie, on a ce caractère de perpétualité. Alors, ces difficultés de la lecture, comment elles vont se manifester? On trouve souvent les 3 caractéristiques. Il y a la vitesse de la lecture, il y a la précision, et il y a la fluidité de la lecture. Et souvent, donc, on pose ces questions. Comment l'enfant, est-ce qu'il est rapide dans la lecture? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce qu'il lit correctement? On trouve que la lecture des mots, il est inexacte. Ou bien parfois, il y a une lenteur, c'est laborieux. Les mamans qui disaient, mais voilà, parfois on passe 2-3 heures pour lire un texte de 5-6 lignes. Et il faut faire beaucoup d'efforts. Ensuite, on peut avoir la confusion des lettres. La confusion, comme par exemple le B, le D. Alors, comme vous trouvez, par exemple, ces confusions qui sont fréquentes. Alors, avec le cadran, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui se rapprochent. Et en plus, on peut avoir l'omission. Donc, l'enfant peut lire, mais il va sauter une lettre. Donc, parfois, il peut ajouter une lettre. Ou parfois, il peut changer donc la forme de la lettre. Et alors, lorsqu'il va lire, si on lui demande ses capacités, c'est-à-dire ce qu'il a compris, on trouve qu'il y a des difficultés à comprendre la signification de ce qu'il lit. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des problèmes donc, pour déchiffrer, pour décoder le texte. Alors, ces difficultés donc, dans ce cas-là vont engendrer quand même des scores qui sont, donc, c'est-à-dire qui sont beaucoup, donc, qui sont au-dessous de la moyenne de l'âge, parce que lorsqu'on fait par exemple donc, une évaluation du bilan orthophonique, et le professeur Boujard, donc voilà, il est mieux placé pour nous dire voilà, c'est les bilans neuropsychologiques, et bien sûr qui sont toujours en complémentarité avec le bilan orthophonique, on trouve que les scores sont beaucoup inférieurs par rapport à la moyenne de son âge. Mais on doit faire attention, ces difficultés de lecture ne sont pas expliquées par le retard de développement, ne sont pas dans le retard mental, ne sont pas dans les troubles neurologiques, ne sont pas dans le déficit sensoriel. Et ça, c'est fondamental. L'enfant, c'est un enfant qui comprend très très bien. On pose des questions oralement et au contraire, parfois il est très intelligent. C'est un enfant, voilà, qui n'a pas de problème de déficit auditif. Mais le problème, il est focalisé sur la lecture. C'est pour cela qu'on dit trouble spécifique de l'apprentissage. Trouble spécifique de la lecture, ce n'est pas le trouble généralisé. Alors, en plus de ça, voilà, il y a un impact qui est énorme sur la scolarité d'abord. Et si on parle de la scolarité, il y a le problème de l'estime de soi. On sait très bien, à chaque fois qu'on a un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, on trouve toujours qu'il est écarté donc, par rapport au groupe. Et
il y a toujours des reproches, des remarques qui vont impacter son estime et sa confiance en soi. Parfois, c'est-à-dire qu'on reçoit des enfants où il y a la maltraitance. La maltraitance de la part de l'école, de la part des parents, de la part de l'entourage. Et ils n'ont pas compris qu'il s'agit d'une dyslexie. Ils vont vous dire, il ne veut pas lire. Alors pourtant, si on lui demande de faire d'autres choses, il comprend vite. Mais la lecture, il ne veut pas lire. Mais le problème, il ne peut pas lire. C'est pas qu'il ne veut pas lire. Et donc, il y a toujours une tension au niveau familial. Donc, cette dyslexie comprend deux grands types. Alors, on a parlé de la voie phonologique, la voie lexicale. Alors, il y a la première forme, ce qu'on appelle la dyslexie phonologique. Alors, dans ce cas, quoi? C'est-à-dire qu'on a une défaillance de la voix d'assemblage. L'enfant ne peut pas, dans ce cas, donc lire donc les lettres et les rassembler. Alors, ce qui fait, dans ce cas, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas convertir les graphèmes en phonèmes. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur l'aspect visuel. Alors, tant que la voix lexicale fonctionne, donc il va se baser sur les traces visuelles de mots. Alors, par exemple, donc vous allez lui demander par exemple, maison. Alors, dans ce cas, il va dire maison, dans ce cas, rapidement. Mais il ne peut pas déchiffrer donc lettre par lettre. Ça, c'est la voix, c'est-à-dire la dyslexie phonologique. Alors, par contre, la dyslexie de surface, dans ce cas, donc il y a une défaillance de la voie d'adressage. Il faut trouver, c'est-à-dire dans ce cas, donc dans ce cas, par exemple, pour lire un mot, il peut le faire, mais il ne peut pas se rappeler donc, des mots qui existent déjà. Dans ce cas, donc l'enfant ne peut pas lire les mots irréguliers qu'il rencontre et chaque fois, il doit déchiffrer de nouveau. Alors dans ce cas, donc, le problème c'est pour les mots irréguliers. Et donc voilà, vous trouvez qu'il y a une défaillance au niveau de donc, cette dimension. La dyslexie mixte, on trouve dans ce cas, c'est une défaillance donc, au niveau phonologique et au niveau donc, lexical. Et ces enfants vont se retrouver donc, dans des difficultés énormes parce qu'ils ne peuvent pas utiliser une voix de compensation. Et on trouve quand même la dysorthographie, les problèmes d'écriture sont fréquemment associés et c'est une forme qui est sévère. Dans ce cas, malheureusement, cette forme, c'est parmi les formes les plus fréquentes. Et dans ce cas, alors pourquoi on différencie ces types? Pourquoi? Parce que l'orthophoniste doit avoir une orientation. Lorsqu'on va travailler avec un enfant qui a une dyslexie, on doit cibler les objectifs. Est-ce qu'on va utiliser la voie lexicale? Est-ce qu'on va utiliser la voie phonologique? Oui, la défaillance, c'est pour cela que les orthophonistes commencent toujours par un bilan orthophonique. Alors, supposons qu'on a un enfant échiloqué, donc on a posé ce diagnostic, ou bien on a suspecté la dyslexie, donc on a fait une évaluation d'abord, donc on doit faire, c'est-à-dire pour une démarche diagnostique, on fait l'entretien avec l'enfant, avec ses parents, on fait un examen clinique, on fait donc des tests et on pose des questions clés concernant le développement. Est-ce que l'enfant, c'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y avait un retard au niveau de la marche, un retard au niveau de langage? Est-ce que pour écarter le retard global, est-ce que l'enfant donc, a une bonne audition? On fait attention, parfois on parle de la dyslexie alors que l'enfant a une surdité. Dans ce cas, on doit prêter attention à ces détails. Et par la suite, donc, dans ce cas, on passe par les trois phases, c'est-à-dire repérer, dépister, diagnostic. Et tout en sachant, au fur et à mesure qu'on fait un diagnostic précoce, on améliore nettement le pronostic de la dyslexie. Le repérage se fait souvent par les enseignants ou les parents. Parfois, donc, on a des parents qui viennent à la consultation, ils sont conseillés par les enseignants de la grande section ou par CP, leur disant qu'il y a un problème dans la lecture. Et parfois, on a des parents qui font attention et qui sont déjà informés sur la dyslexie et qui se présentent, disant voilà, surtout les mamans disaient voilà, il y a un problème dans la lecture. Alors, le dépistage dans ce cas peut se faire par les professionnels de la santé, que ce soit dans ce cas les neuropsychologues, les psychologues, les médecins, donc généralistes, pédiatres. Malheureusement, je dis malheureusement,
On a manque de sensibilisation parce que les intervenants de la première ligne ne sont pas suffisamment sensibilisés. Alors, ces intervenants de première ligne, c'est qui? Il y a les pédiatres, et il y a, donc dans ce cas, on trouve les pédiatres en premier, et dans ce cas, il y a les médecins généralistes. Dans ce cas, il faut donc faire un travail dans ce sens. Et bien sûr, parfois on a le diagnostic et les soins. Dans ce cas, ça concerne différents intervenants, alors, les psychologues, les neuropsychologues, les orthophonistes. Alors si on se réfère au signe d'appel, on va voir déjà dans la grande section, on a quelques éléments qui peuvent interpeller l'entourage pour consulter essentiellement donc, les difficultés à percevoir les segmentations des mots en syllabes. Donc voilà, c'est déjà un premier élément. Donc OCP, on trouve déjà OCP, donc il y a assez d'éléments qui sont inquiétants. Et dans ce cas, vous trouvez par exemple que l'enfant trouve des difficultés à différencier les sons, confusion entre le B et le P, le T et le T, le F et le V. Donc déjà c'est le premier élément. Ensuite, on trouve qu'il y a des difficultés de différenciation visuelle. Et en même temps, dans ce cas, vous trouvez par exemple que l'enfant trouve des difficultés pour faire le lien entre le signe écrit et le son qu'il symbolise. C'est-à-dire dans ce cas, la dyslexie, ce n'est pas seulement la lecture, il y a un problème même dans le décodage des sons, et en même temps dans l'écriture. Et à l'âge de 8 ans, on trouve déjà des difficultés qui commencent un petit peu à se concrétiser encore plus. La lenteur de l'écriture, l'enfant ne finit pas. Par exemple, les devoirs, il y a une lenteur au niveau de la dictée, les enseignants qui commencent à réclamer. Donc, lorsque vous prenez le cahier de l'enfant, vous trouvez que l'écriture, dans ce cas, donc, c'est disproportionné, donc il n'y a pas d'ordre ou bien d'organisation au niveau de l'écriture. Alors déjà, dans ce cas, on doit faire appel à ces éléments. Un point très important, c'est que lorsque les familles ne vont pas consulter tout le temps pour la dyslexie, ils peuvent consulter pour différents motifs, mais on doit chercher la dyslexie. Parfois, les familles vont consulter parce que l'enfant refuse de partir à l'école. C'est tout à fait normal. Et les dyslexiques, il n'y a que la déception à l'école, donc il ne peut pas. Donc, il ne veut pas continuer sa scolarité. Un autre élément, parfois l'enfant est turbulent. Alors, dans ce cas, on va penser à l'hyperactivité. Mais tant que l'enfant ne peut pas lire, donc dans ce cas, il est un petit peu agressif, turbulent, ce n'est pas le tableau de l'hyperactivité. Ou parfois, vous trouvez par exemple qu'il y a par exemple l'enfant, il est opposant, il y a de l'irritabilité à cause donc, de ces problèmes d'apprentissage. Alors, comment on va faire l'évaluation psychométrique de la dyslexie? Alors, je vais citer trois bilans qui sont faits par les orthophonistes. Il y a donc cet outil du dépistage de dyslexie, donc O210, qui est utilisé par les orthophonistes et qui permet, ce n'est pas du diagnostic, ça permet de dépister, de faire le dépistage des problèmes de la lecture. Donc, ça se pratique pour les niveaux scolaires de CE1 5e année. Bon, et après, si on constate que ce bilan, cet outil oriente vers la dyslexie, il faut compléter par d'autres bilans plus spécialisés. Le deuxième bilan, c'est Alouette. Alouette, dans son cas, c'est plus spécialisé. Donc, ce n'est pas le dépistage, mais plus le diagnostic. Mais il va tester la vitesse de traitement de l'information et en même temps la lecture. Et le troisième test, donc l'autre, ça a permis donc de tester la compréhension des textes. C'est-à-dire, on demande à l'enfant de lire, le fait de lire un texte, et ensuite, on lui demande qu'est-ce que tu as compris, donc les mots-clés. On trouve qu'il y a des difficultés dans la compréhension. Alors, donc, face à un enfant dyslexique, il y a un ensemble des bilans à demander. Donc, première des choses, bien sûr, on demande un bilan orthophonique pour confirmer le diagnostic de la dyslexie. Et en même temps, pour voir est-ce qu'il y a un autre trouble d'apprentissage associé. Parce que chaque fois qu'on a une dyslexie, on peut avoir l'association
dans notre trouble. On a parlé de dysorthographie, mais on peut avoir un trouble d'apprentissage de calcul, la dyspraxie, donc il y a un ensemble de troubles des apprentissages. On fait un bilan psychomoteur parce que voilà, l'enfant dyslexique peut avoir une dyspraxie associée, c'est-à-dire donc dyspraxie, c'est quand voilà, il y a un problème de la coordination. On demande un avis de neuropédiatre pour écarter donc toute anomalie neurologique, et en même temps, on demande un bilan psychologique, neuropsychologique. Pourquoi? Pour voir donc le fonctionnement intellectuel, le quotient intellectuel, et bien sûr donc l'avis de pédiopsychiatre. Comme ça, on fait une évaluation globale. Alors attention, on ne doit pas oublier un examen ORL qui n'est pas systématique, mais on demande à la famille, est-ce que l'enfant entend très bien? Dans ce cas-ci,